De nouvelles interrogations s'ouvrent à nous ce soir. On va tenter de répondre à toutes ces questions dans cette édition. La CAF dans la tourmente, surtout son président Hamad du côté de la France qui a été interpellé. On reviendra sur les derniers déboires du président de la Confédération africaine de football. Et puis en thème majeur ce soir, on va donc faire une incursion dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun en deuxième partie de ce programme. Mais avant, le premier thème, ce sera donc la décision du TAS qui a déclaré non partant les Comores. On essaiera de comprendre les enjeux, le pourquoi et savoir si les arbitres du TAS ont clairement raison sur la question. Et pour en parler ce soir, nous avons 4 invités triés sur le volet. On commence par le juriste, Maître Désiré Sikati est avec nous ce soir. Maître Désiré Sikati, bonsoir. Bonsoir Marc Chouamo, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, on rappelle que vous êtes là et que vous êtes un expert en questions sportives, en litige sportif. Vous connaissez très bien le tribunal arbitral du sport, c'est votre dada. Bon, en fait, le tribunal arbitral du sport est la juridiction internationale qui chapeaute l'ensemble du mouvement sportif mondial pour ce qui est du droit du sport. C'est une juridiction dont la compétence est reconnue et acceptée par la quasi-totalité du mouvement sportif international. Et aussi, il faut reconnaître que c'est une juridiction dont les décisions ne sont pas souvent l'objet de polémiques. Ouais. Donc c'est une juridiction crédible. C'est la raison pour laquelle vous constatez que des grandes fédérations comme la FIFA, qui en temps normal ont la possibilité de créer une juridiction arbitrale autonome, décident de se mettre sous la coupole du tribunal arbitral du sport. Donc, en fait, c'est une juridiction qui inspire du respect, qui rend des décisions qui sont conformes, et puis qui a en son sein les juristes chevronnés. Parce qu'en général, les arbitres auprès du tribunal du sport sont pour la plupart des avocats qui sont rompus à la compétence dans leur matière en matière de droit du sport. Il n'y a pas de hasard, même la procédure de sélection des arbitres au tribunal arbitral du sport, c'est une procédure qui est assez rigoureuse et objective. Donc je pense que lorsqu'on est dans un cadre aussi objectif, c'est tout à fait logique que les décisions qu'on rend soient des décisions qui sont reconnues d'autorité par l'ensemble du mouvement sportif. Merci pour les explications, Maître Désiré Sikati. C'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir, pour qu'on essaye de comprendre ces termes juridiques, mais également sur le terrain et en termes de faits. Journaliste de sport, David Eyengue est avec nous. Bonsoir David. Bonsoir Marc. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal International. Très content de vous avoir à mes côtés. Bon, on connaît un peu l'histoire. On connaît l'histoire. Ouais, entre nous deux, mais ce soir, les questions seront directes. Il n'y a pas de souci. On commence avec ces images exclusives qui nous arrivent de Montpellier en France, avec l'arrivée des Lions indomptables du Cameroun dans leur camp de base du côté de Montpellier, où elles vont livrer leur premier match face au Canada. Première sortie le 10 juin prochain. Un peu de danse d'actualité. Mais il va falloir entrer immédiatement dans la compétition face au Canada, qui est dans le top 5 mondial. David Eyengue, une préparation bouclée avec 5 matchs de préparation. On a dit le dernier face au U17, c'était un match, une opposition. Clairement, 2 défaites, 3 victoires. Qu'est-ce qu'on peut retenir, selon vous, de ce stage? Est-ce que vous êtes confiant pour cette Coupe du Monde en regardant le groupe et en regardant la préparation du Cameroun? Oui, on peut dire qu'on est fiers pour celles qui vont participer à la Coupe du Monde, mais on a quand même quelques interrogations qu'on se pose. Quand on a 23 joueuses, on joue 4 matchs, on a toujours, le peuple camerounais pense toujours à cette joueuse-là qu'on a amenée, qui n'a pas joué la moindre seconde de tous les 4 matchs. Il s'agit de Gaëlle Nganamoui, bien entendu, qui depuis 2015 n'a pas joué beaucoup de matchs. Je pense qu'elle n'a pas joué plus de 10 matchs depuis la dernière Coupe du Monde, si je ne m'abuse. Elle est malade, elle a passé, pendant que les autres étaient en préparation en Espagne, elle était ailleurs. Mais quand elle est revenue, on ne l'a toujours pas utilisée pour les matchs amicaux. Elle a joué 36 minutes sur les 2 derniers matchs, dont toujours elle est rentrée en fin de match. Après, on se pose la question, pourquoi l'avoir amenée alors qu'il y a des joueuses. Bon, après, ça c'est l'arrivée à Montpellier. Montpellier, c'est un peu un petit village du Cameroun. Vous savez que Roger Mila a joué à Montpellier. Le joueur d'ailleurs, Oyongo Bitolo, qui est encore dans les Lions indomptables, a joué à Montpellier. Il y est encore. Voilà. Bill Chateau aussi. Bill Chateau et l'autre qui a été champion en 2012 avec
avec Montpellier, ancien joueur de Marseille, bien entendu. Donc Montpellier, c'est un peu un petit village et nous, on pensait à ça. C'est bien que les Lions soient logés de ce côté-là. On va jouer 2 matchs là-bas. On espère que cette ambiance-là va un peu booster le moral des joueuses. Mais bon, c'est une équipe qu'on connaît très bien, qui a été... il n'y a que 4 joueuses qui sont nouvelles parmi les autres, toutes celles qui ont participé à la Coupe du Monde 2015. Donc, c'est une vieille équipe qui en fait, les joueuses se connaissent très bien. On espère qu'elles vont donner le meilleur pour s'en sortir dans ce groupe-là qui n'est pas facile à jouer quand même. Ouais, merci pour ces images exclusives de notre correspondant à Paris, Erigolf Kouachou, qui est au chevet des Lions pour cette Coupe du Monde féminine. On reste dans cette actualité, mais on prend un autre intervenant, troisième invité sur ce plateau de questions de sport. Il s'agit de Charles Mongue Mouyeme, observateur très averti du mouvement sportif et du football au Cameroun. Charles, bonsoir. Bonsoir Marc, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Ouais, on a parlé du côté sportif, du terrain. Maintenant, on reste toujours dans ces Lions et on parle du volet prime. Ça a fait un peu jaser depuis 3 jours. La réclamation des Lions, dans tous les cas, ça ne s'est pas fait de manière officielle devant les caméras, mais ça se suppute qu'elles auraient demandé un peu plus que les 15 millions proposés. Mais au finish, c'est resté sur 15 millions. Elles ont envoyé le compte pour qu'on vire cet argent pour la participation au Cameroun. Mais pour vous, est-ce que c'est de bonne augure avec d'une compétition de parler encore de prime alors qu'on aurait pu régler cela bien avant, comme le stipulent les tests? C'est sur votre plateau ici, il y a quelques semaines, Il y a 2 semaines à peu près, que j'avais dit qu'il faut régler le problème de prime avant d'aller sur le territoire de la Coupe du Monde. Quelques jours après, j'ai vu que les joueuses ont dit en interview qu'il n'y avait aucun problème de prime. Je suis étonné aujourd'hui quand on reparle d'un problème de prime. J'ai vu plusieurs joueuses en interview. Non, on n'a pas de problème de prime, ça va, tout est réglé. Pourtant, moi, je disais à dessein, on est quand même Camerounais. Nous vivons ici, nous nous connaissons. Nous savons comment les choses se précipitent souvent quand l'événement se rapproche, pour qu'on ait les moyens de distraire ici, de faire des petits coups bas là-bas. Et malheureusement, moi je le dis toujours, le décret qui organise les équipes nationales, son objectif c'était d'enlever la possibilité aux joueurs de négocier les primes. C'est mentionné dessus, ils ne négocient plus. On leur dit les primes qu'on va leur payer. C'est ça le truc maintenant. Donc, chaque fois qu'elles n'acceptent pas, ça devient un affront. Ce n'est plus une négociation. Parce que le texte dit qu'ils ne négocient plus. Et le premier comité de nomination l'avait fait à dessein après l'événement avant Brésil, 2014 au Mont-Fébé de 56 millions. Donc on a tenu à mettre ça dans le décret. Aujourd'hui, bon, si c'est 15 millions qu'on va leur payer, qu'on leur donne cet argent au moins entièrement. Je suis certain que si elles font une belle prestation, elles auront plus que ça, parce que je sais qu'il y a des Camerounais qui attendent ici que quand elles reviennent, tel va donner 10 millions, tel va donner des téléphones, tel va donner... On a l'habitude de cela. Maintenant, ce ne sera pas évident, mais c'est à elles d'engranger un peu plus. Ouais. Dernier invité de ce panel, le 4e, ni plus ni moins, entraîneur de football, connu au Cameroun et ailleurs. Au Gabon, il a fait ses classes de l'autre côté. Actuellement, il est du côté de l'Anafoot, pôle du littoral. Vassilius Eseme est avec nous. Bonsoir, coach. Bonsoir, Marc Chamou. Bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à vos téléspectateurs. Vassilius Eseme est avec nous. On termine sur ce sujet des Lions avec vous. On parle du terrain cette fois. Alain Djemfa, première compétition, la Coupe du Monde, comme entraîneur principal pour vous, depuis que vous suivez ces dernières sorties. Comment est-ce que vous analysez la prestation de Alain Djemfa avec ces Lions? Bon, je voudrais d'abord parler de l'homme qui, sur le terrain, est assez rigoureux, qui a des compétences, qui connaît très bien son job. C'est vrai qu'il a longtemps officié dans cette équipe comme auxiliaire du staff en charge de la préparation physique, mais dans ses qualifications, il est également un entraîneur plein, parce que dans le championnat camerounais, il a déjà tenu plusieurs équipes comme entraîneur principal. Comme New Star. Voilà, donc, ça ne s'est pas toujours bien passé. Donc, de ce côté-là, pas de grosse inquiétude.
Maintenant, il va dans une compétition qu'il va embrasser comme entraîneur en chef, dans un contexte où il est très très attendu. Je crois que, connaissant le groupe, il a eu l'avantage de vite se faire les idées des joueuses qui vont bâtir son groupe, sur lesquels il va s'appuyer pour asseoir sa façon de jeu. Maintenant, on a quand même pu voir ces matchs d'évaluation. Le premier, contre l'Espagne, il ne nous a pas donné de satisfaction. On peut l'admettre dans les circonstances dans lesquelles il s'est joué, après un match festif au Cameroun, un jour et demi de voyage, une demi-séance d'entraînement. Aller rencontrer une équipe comme l'Espagne, à ce moment-là, ça pose de sérieux problèmes au niveau de la lecture et des enseignements qu'on peut véritablement tirer. Bien, derrière, il y a eu ces 3 autres matchs avec des scores fleuves. C'est vrai qu'il aurait souhaité que cette équipe rencontre quand même une équipe d'une certaine pointure pour terminer. Bon, là, ils ont joué avec des jeunes de 17 ans qui forcément sont plus mobiles et plus actifs, parce que je dois vous dire qu'en préparation au Cameroun, cette équipe a eu du mal à battre la sélection du pôle, du centre de l'ANAFOOT, avec laquelle ils ont fait 3 buts partout. Donc parfois, ce n'est pas toujours le même contexte de rencontrer les garçons à un moment aussi crucial où on cherchait des certitudes. Maintenant, moi, j'ose croire que cette défaite n'a pas entaché l'aspect positif qu'on a voulu soigner sur le plan mental, en abordant des adversaires d'une carrure un peu appréciable. Maintenant, moi je dis, les filles sont véritablement préparées pour aller affronter cette Coupe du Monde. Le premier match il sera très déterminant pour le groupe et pour le staff technique. Ça, il faut le dire ainsi. On peut se croiser les mains. Et c'est au bout de ce match qu'on pourra savoir si effectivement la préparation a rempli les attentes, n'est-ce pas, du peuple camerounais. Et surtout de l'entraîneur. Alain Djefa, merci pour ces précisions. Ça nous permet d'entrer dans le facteur X de ce soir. Il se nomme Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, qui se retrouve actuellement du côté de la France pour le congrès de la FIFA. Mais en marge de ce congrès de la FIFA, il y avait le comité exécutif de la CAF qui se réunissait pour tabler sur la finale de la Ligue des champions de la CAF. On peut voir en image Ahmad donc du côté de la France, grâce à nos confrères de la BBC. Alors, des convenants, des convenus, cette finale de Ligue des champions jouée, la contestation des Marocains, de Wydad de Casablanca qui sort du terrain pour un problème de VAR. Ils abandonnent la partie à 60 minutes. La CAF attribue le trophée, le titre à l'Espérance de Tunis. Et puis rebelote, lors de ce comité exécutif de la CAF en France, la CAF décide de faire rejouer le match et de demander à l'Espérance de Tunis de rapatrier le trophée et les médailles. Ce qui a fait jaser un peu en Tunisie. Directement, l'Espérance de Tunis a décidé d'attaquer la CAF au tribunal arbitraire du sport, ce qu'avaient déjà décidé de faire les Marocains avant cette nouvelle décision de la CAF. Et il y a également cette interpellation par les autorités judiciaires françaises pour, semblerait-il, c'était une corruption dans l'octroi lors de la signature avec le nouveau équipementier de la CAF, rupture abusive avec Puma. Et toutes ces informations ont été données par l'ancien secrétaire général de la CAF, Am Fami, qui avait été dégagé en janvier du côté du Sénégal. Alors, David et Ngué, vous qui avez suivi cette actualité-là, Ahmad va-t-il de déboire en déboire? Est-ce qu'il peut tenir à ce rythme-là? Je crois que les Camerounais ne sont pas, pour tous les Camerounais qui nous regardent, ils ne sont pas étonnés de ce rebondissement, de cette histoire autour d'Ahmad, parce que nous l'avons suivi de très près depuis qu'il a été élu en mars 2017, parce que en fait, il remplaçait d'abord un Camerounais, ça a beaucoup jasé. Et il a donné lui-même, il a fait des déclarations qui n'étaient pas très catholiques, honorantes pour son prédécesseur. Donc, en réalité, les Camerounais avaient déjà un œil sur celui-là qui, en même temps, était menacé quand il faisait ses sorties. Il menaçait toujours le Cameroun sur le retard qu'on avait. Et après, peut-être qu'il avait eu raison, parce que il y a eu un glissement de date pour la CAN, mais on sait que
il faisait un peu plus que ce que le président de la CAF devrait faire. Chacun, je crois que plusieurs personnes ont fait cette analyse-là pour dire le président de la CAF, il y a des moments où il doit se taire, il y a des moments où il doit être absent, il y a des moments où il prend la place d'autres personnes. Et je pense qu'il paye peut-être le prix de son excès de présence, de son excès de zèle, parce qu'en réalité, en 2 années, on a parlé du président de la CAF un peu plus que sur les 2 derniers présidents qui sont passés à la CAF avant lui. Donc, il est omniprésent et il paye là en fait, pour la finale de la Ligue des Champions, je pense qu'il paye là le prix de son amitié, de sa complicité, de son extrême proximité avec le Maroc, parce que on pense qu'il doit beaucoup de choses au Maroc, et le président, par exemple, de la Fédération marocaine de football se croit tout permis. Ouais, Fawzi Lekja. Donc, vraiment, il est vice-président à la CAF, mais il se croit vraiment tout permis. C'est avec les clubs marocains qu'on trouve le plus de problèmes sur les stades depuis que Hamad est là. Et on a l'impression qu'il ne peut pas être frappé parce que Hamad aurait certainement promis un certain nombre de choses quand il sera élu. Et c'est le prix à payer. Hamad a peut-être fait de mauvaises connexions avant d'être élu. Et là, maintenant, il est en train de payer, n'est-ce pas, le prix de ces mauvaises connexions. Alors, Charles Mangé-Mouyeme, lorsque vous analysez les sorties d'Hamad, chaque fois, il y a toujours de la polémique dans les agissements. On a l'impression que Hamad est un peu trop tendre envers certains pays qui n'a pas assez la main ferme. En témoigne cette décision de faire rejouer une finale alors que les tests ne le prévoient pas, ni le règlement de l'IFAB qui dresse les lois du jeu et qui n'a mentionné nulle part qu'en cas de différence de la VAR, qu'un match soit interrompu. Par le passé, on jouait sans la VAR. Je crois que nous allons revenir tout à l'heure sur des choses que les textes ne prévoient pas, mais dont nous nous réjouissons. Je veux dire qu'il n'est pas facile de succéder à quelqu'un qui a passé, je vais dire, qui a régné pendant 28 ou 29 ans. Ce n'est pas évident. Quand on arrive, on a envie d'imprimer sa marque. On a envie d'exister, de changer les choses. Maintenant, à quel rythme il faut les changer? Comment procéder pour les changer? Je crois que c'est là où on voit un stratège. Et je pense que Hamad n'est pas assez stratège. Je le trouve un peu épidermique. Et comme a dit David, il est hyper actif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez l'impression qu'il veut à lui tout seul remplacer toutes les structures de la CAF. Quand je l'ai vu sur le stade, à la finale, la CAF a des structures. Laisse les structures décider. Pourquoi convoquer un comité exécutif? Il y a un juriste sur le plateau. Je crois qu'il y a les commissions de recours. Il y a la commission il y a un certain nombre de commissions internes à la CAF qui auraient pu régler ce litige, lui proposer quelque chose, quitte à ce que, bon, après, en dernier ressort, peut-être que le comité exécutif. Je pense qu'il a du mal à exister. Maintenant, l'autre chose. Ne perdons pas ça de vue. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Le foot, à ce niveau-là, fonctionne comme une mafia. Donc, quand vous avez remplacé quelqu'un qui a duré longtemps, il a un certain nombre de pions à beaucoup d'endroits. Et quand vous prenez le pouvoir et cette personne-là a l'impression que vous avez voulu l'humilier, parce que je pense que son prédécesseur a eu cette impression quand vous avez regardé ses discours au moment où on parlait des questions, on ne peut pas organiser à 4, etc., oui. Même à 4, vous sentez qu'il y a de la rancœur. Eh bien, il a des gens en interne. Il a son réseau de 28 ans. Il faut savoir comment jouer avec ce réseau. Par exemple, les partenaires, comme Puma. Il faut être prudent. Connaissant le milieu, parce que quand tu connais le milieu du foot, tu sais très bien que ces contrats ne sont pas innocents. Et donc, avant de les rompre, il faut prendre des précautions. Il faut toucher les bonnes personnes, il faut savoir comment marcher. Vous marchez sur des œufs. Malheureusement, son hyperactivité et certainement son caractère relativement épidermique, je me souviens,
Il dit à un journaliste algérien, je crois, que Oui, vous n'êtes pas africain. Si vous étiez africain, vous saurez. Il ne sait même pas s'il n'est pas africain. Il est en train de parler en africain. Vous voyez, ça, c'est de réactions à l'épiderme. Ce n'est pas bon. Et à ce niveau-là, sincèrement, vous risquez de le payer. Et je crois qu'il est en train de faire beaucoup de mal à la CAF en ce moment. Alors, Maître Désiré Sikati, on a vu justement, comme Charles le disait, président de la CAF, sur le terrain, il a pratiquement été poussé même par certains dirigeants de clubs sur cette pelouse. Est-ce que cette image-là, on a l'impression que Hamad a véritablement perdu la face, qu'il a perdu le contrôle de cette confédération? Parce que lors de la réunion du comité exécutif en France, le premier vice-président, qui est Amadou Pini, a claqué la porte et il est rentré chez lui au Nigeria. C'est quand même assez tendu, alors qu'il y a quelques mois, c'est Moussa Biliti qui quittait le navire. Mais vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que Hamad, qu'il en fait trop parce que il en fait trop parce qu'il a remplacé Hayatou, ou bien parce qu'il veut se venger de Hayatou. Je pense que Hamad est un président qui est arrivé à la tête de la CAF dans un contexte où beaucoup de fédérations estimaient que Issa Hayatou avait mis beaucoup de temps à la tête de la CAF et il fallait le remplacer à tout prix. Il se trouve donc que par concours de circonstances, Hamad a postulé pour le poste de président de la CAF et toutes les fédérations contestataires de Hayatou se sont dit ben, utilisons Hamad pour faire partie Hayatou. Donc en réalité, Hamad arrive alors qu'en fait, toutes les personnes qui ont porté leur choix sur lui n'ont pas eu le temps de s'assurer que c'était l'homme de la situation. Maintenant, j'ai aussi l'impression qu'Hamad, une fois qu'il arrive à la tête de la fédération de la CAF, il pense un peu qu'il va tout révolutionner. Mais seulement, ce qu'il n'a pas pensé aussi, c'est qu'en fait, le football, c'est un véritable engrenage. Vous pouvez avoir quelqu'un comme Hayatou qui s'en va, mais étant donné tout le temps qu'il a passé là-bas, il a quand même eu la possibilité de mettre sur pied un système que vous ne pouvez pas démonter n'importe comment. Mais en même temps aussi, je pense quand même que peut-être qu'il faudrait voir les choses sur un autre angle. C'est dire, est-ce que Hamad, quand il arrive à la tête de la fédération, de la Confédération africaine de football, est-ce qu'il n'est pas embrigadé aussi par ses lobbies? Parce que les lobbies dont vous parlez, le lobby du football arabe, le lobby maghrébin, Hamad, aujourd'hui, on voit quand même qu'il se sent un peu redevable de ce groupe de fédérations qui ont énormément contribué à faire en sorte qu'il devienne président. Et à la limite, il donne l'impression d'avoir un peu les mains liées. Les mains liées, parce qu'à côté de ça aussi, il faut être capable de dire que lorsqu'on voit une finale de Ligue des Champions se jouer dans des conditions où, au départ, on fait savoir à toutes les deux équipes que la VAR est disponible, parce que la VAR fait partie du système d'arbitrage. Lorsque les deux équipes sont au stade, tout le monde est conscient que la VAR est disponible et qu'en cas de contestation sur un but, il sera possible de regarder les images vidéo pour savoir si l'arbitre s'est trompé ou pas. Mais lorsque les Marocains marquent le but et qu'il y a une contestation parce que l'arbitre a refusé le but et qu'il y a une contestation, au moment de visionner la vidéo pour voir si le but était entaché d'irrégularité, c'est à ce moment qu'on dit la VAR ne marche pas. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a eu une défaillance qui n'est pas digne d'une confédération comme la CAF. Vous voyez, pour une finale de Ligue des Champions de la CAF, on se retrouve avec un manquement aussi grave qui aurait dû être vérifié par la CAF avant le début du match. Et en plus de cela, étant donné que la VAR fait partie de l'arbitrage, ça veut dire qu'en fait, il appartient à l'équipe haute de mettre sur pied tout le système technique qui accompagne la VAR. Vous voyez un peu, donc ça veut dire que c'était de la responsabilité des Tunisiens. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que les Tunisiens ont joué un peu à une certaine fraude. Oui, ils ont joué un peu à une certaine fraude parce qu'au match aller, qui a opposé le Wydad de Casablanca à l'Espérance de Tunis à Casablanca, la VAR marchait très bien. Donc moi, je suis quand même étonné de voir qu'un haut responsable de fédération, avec tout son staff, peuvent se retrouver dans une situation aussi compromettante. Voilà, bon, maintenant la question de savoir est-ce que c'est normal de rejouer le match, bon, indépendamment des procédures, c'est-à-dire des questions de forme, est-ce que c'était la commission des compétitions qui aurait dû décider, est-ce que c'est le comité exécutif?
Bon, c'est vrai quand même qu'on peut faire un véritable débat, parce que c'est toujours les questions comme ça qui amènent certains dirigeants de la CAF à se plaindre de l'omnipotence des Hamad. Vous voyez un peu? C'est-à-dire une question qui est en temps normal, parce que durant les matchs de qualification, les matchs éliminatoires de toutes les compétitions africaines, ce n'est pas le comité exécutif qui se charge d'homologuer les matchs ou bien de faire la discipline en fin de rencontre. Donc ça, c'est le cas exceptionnel où on a quand même vu que la commission des compétitions, qui a en temps normal compétence pour se prononcer sur ce genre de questions-là, a été dépourvue de cette compétence au profit d'un comité exécutif. Par contre, quand vous lisez les compétences du comité exécutif de la CAF, c'est vrai quand même que vous voyez nulle part qui lui ait donné la possibilité de faire rejouer les matchs. Bon, d'aucuns diront que qui peut le plus, peut le moins, mais en même temps aussi, il faudrait quand même se demander si aujourd'hui, il ne faudrait pas repenser la CAF. Parce que quand on a quand même un président de fédération qui est venu, vous avez parlé tout à l'heure de Amer Farmi, l'ancien secrétaire général. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il est limogé? Il est limogé tout simplement parce qu'il a transmis un dossier compromettant, d'après lui, contre Hamad à la commission d'éthique de la FIFA. Un dossier de rupture de contrat aux dépens de Puma et au profit d'une entreprise française avec un surcoût pour la CAF de l'ordre de 800 000 €. Ça veut dire, on remet un contrat au profit de Puma, aux dépens de Puma, on donne le même contrat à une entreprise française et la CAF paye 800 000 € de plus pour le même service. Maintenant, le secrétaire général, il décide de monter un dossier qu'il envoie à la FIFA et 2 mois après, il est licencié. Donc, tout cela, je pense que ça devrait amener peut-être les dirigeants. Dernièrement, on a eu quand même un groupe important de présidents de fédérations de l'Afrique australe qui se plaignaient toujours de l'omniprésence, de l'omnipotence, bon, du caractère à la limite un peu dictatorial des Hamad qui ne laisse pratiquement de la place à aucun autre organe de la CAF. Voilà, donc je pense que peut-être il faudrait, les dirigeants vont certainement se rendre compte qu'ils se sont peut-être trompés. Tout le monde se rend compte que Hamad, vraiment, c'est peut-être pas la personne qu'il faut à ce poste-là. D'accord, on va sortir sur la question. La FIFA a réagi sur l'interpellation d'Hamad. On rappelle qu'il a été libéré. Il est libre de ses mouvements du côté de la France. Mais la FIFA a réagi. Il est sorti que certains journalistes et autres experts pensent que la FIFA a essayé de lâcher un peu son soldat qui est Hamad, que Gianni Infantino n'a pas été assez protecteur d'Hamad dans cette lettre qu'il a sortie il y a quelques minutes, simplement en journée, bon, juste après l'interpellation, en disant que Hamad est à la disposition mais que la France devrait donc renvoyer ce dossier à la FIFA pour son comité, sa commission d'éthique, pour essayer de voir un peu plus clair sur ce contrat qui a été rompu entre Puma et la CAF. Est-ce que quand on voit ce type de réaction de Gianni Infantino qui a été un grand soutien pour Hamad et quand on voit ces nombreux problèmes qui arrivent, est-ce que c'est vraiment la fin déjà d'Hamad qui sonne après seulement 2 ans de son mandat? Ben, il faut dire que quand ce sujet interpelle déjà toute une confédération et d'autres nations, dans la mesure où la Confédération africaine est appelée à avoir des représentants qui participent à d'autres compétitions au niveau mondial, il est important que ce sujet soit traité avec beaucoup de délicatesse parce que une décision aussi à la va-vite peut également compromettre des décideurs. Donc, il faut aller voir le problème au fond et à un moment donné, rendre une décision, même si elle prend du temps. On a connu des décisions qui ont été rendues dans le cas Platini, dans le cas Sepp Blatter et autres. Donc là, quand il s'agit d'un problème d'éthique, d'un problème moral, d'un problème de surenchère, c'est un dossier suffisamment costaud qui demande véritablement d'être fouiné pour donner des résultats qui, pour moi, devraient faire l'unanimité pour tous les partis, que ce soit au niveau des pays africains, au niveau de notre confédération, et bien également aussi au niveau des autres continents qui, de près ou de loin, à cause du football, arrivent parfois à jouer des rencontres avec des représentants africains. Donc il est important. Je voudrais quand même dire 2 dernières choses sur la finale de la Ligue des Champions, pour dire ici, une fois de plus, qu'il est très très important, et c'est là où les règlements jouent véritablement
un grand rôle, où ils ont leur place. C'est aussi là où ceux qui sont arbitres doivent véritablement rendre justice en tenant compte des règlements. Parce que pour le cas d'espèce, il faudrait bien voir au niveau du règlement de la Ligue des Champions que prévoit le règlement au cas où une équipe abandonne une partie. Parce que tel a été le cas, c'est-à-dire que quand vous abandonnez une partie, est-ce que vous l'avez abandonné délibérément parce qu'elle a véritablement commencé, vous y avez pris part? Donc, est-ce que c'est une perte de match que prévoit le règlement? Il faut voir ça comme ça. La deuxième des choses, c'est l'important de ce cas soulevé Maître Sikati, c'est-à-dire qu'on connaît également que les équipes qui reçoivent ont la responsabilité de s'entourer de civilité, de faisabilité, de tout ce qui entoure un match de football. Ouais. Donc, à partir du moment où la VAR est défectueuse, est-ce que l'adversaire peut simuler cela comme un cas de fraude ou de tricherie que prévoit également le règlement? Parce que d'un côté, la Tunisie dit que si le match est à rejouer, eux, ils vont aussi aller au TAS et tout. Donc, et c'est là la question, si jamais il y a un arbitrage par rapport à une procédure qui sera entamée par rapport à ce match, de voir au fond quels ont été, n'est-ce pas, les contours du règlement qui ont émaillé, n'est-ce pas, ce tournoi de la Ligue des Champions. Mais Marc, peut-être il faudrait que j'ajoute une petite chose, parce que vous avez posé une question par rapport au communiqué de la FIFA, au sujet de l'interpellation de Hamad. Mais je voudrais quand même préciser que dans le communiqué de la FIFA fait allusion aussi à la présomption d'innocence. C'est-à-dire le fait pour Hamad d'être interpellé par les services judiciaires français ne veut pas dire qu'il est condamné et qu'il y a la présomption d'innocence. Par contre, le fait, quand la FIFA demande à la France ou bien au service judiciaire français de lui transmettre les dossiers qui peuvent être soumis à la compétence de la commission d'éthique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La collaboration entre les organes juridiques, surtout la commission d'éthique. La commission d'éthique collabore avec toutes les structures judiciaires des pays. Chaque fois qu'il y a une question, voilà, qui concerne un membre, un officiel de la FIFA. C'est comme ça que ça se fait en général. Voilà, donc c'est pas que Hamad a été abandonné par son... D'accord, ok, c'était juste une interrogation, merci. Et si vous voyez bien, si vous vous souvenez bien, pour ce qui est des procédures qui concernaient Sepp Blatter, vous verrez très bien que le procureur suisse a souvent envoyé des éléments à la commission d'éthique, et sur la base de ces éléments-là, certains de ces éléments d'ailleurs, Sepp Blatter avait été suspendu. Hamad est bel et bien libre, aucun fait ne lui a été reproché pour le moment. C'est une affaire à suivre. On va entrer dans le premier thème de ce programme ce soir, avec ce reportage qui nous situe un peu sur le thème de ce soir, sur la décision du TAS qui déclare non partant des Comores au sujet des différents appels émis après qu'on ait donc retiré ou bien glissé la CAN 2019 en 2021 pour le Cameroun. Une petite transition, on prend ce sujet et puis on revient derrière avec l'interview de nos amis comoriens. A tout de suite. Allez, le TAS qui a donc rendu sa décision il y a quelques heures maintenant, c'était donc hier pour être précis. On va essayer de restituer un tout petit peu le contexte de cette décision avec ce reportage tout de suite. Ce verdict du tribunal arbitral du sport était très attendu depuis l'audience du 29 mai dernier à Lausanne. Le TAS déclare les appels déposés par la Fédération de football des Comores irrecevable. En effet, les Comores avaient déposé un premier appel le 28 janvier 2019, se fondant sur un défaut de décision constituant un déni de justice. Et un second appel le 11 février dernier contre la décision de la CAF de ne pas suspendre les Lions indomptables de la CAN 2019 du fait du retrait de la dite compétition au Cameroun le 30 janvier à Accra. La formation arbitrale conclut que les Comores ne disposent d'aucun intérêt sportif digne de protection et ne dispose d'aucun intérêt légal suffisant à demander que la FECAFOOT soit suspendue par la CAF. Le Comore ne peut pas se retrouver à la place du Cameroun. Parce que je me souviens que les Comores étaient quatrième. Et en revenant en suspendant le Cameroun, le cas échéant,
même si on considère que la CAN est retirée au Cameroun et qu'il faut suspendre l'équipe du Cameroun et la Fédération gabonaise de football, à ce moment-là, les Comores vont toujours se retrouver 3e, alors qu'on est dans une poule où il faut qualifier 2 équipes. Donc c'est la raison pour laquelle le TAS a parlé d'un défaut d'intérêt. Ça veut dire que même en cas de décision défavorable ou bien préjudiciable au Cameroun, ce n'est pas les Comores qui vont en profiter. C'est ça que le TAS appelle l'intérêt sportif digne de protection. Actuellement en France, où elle se préparait à remplacer le Cameroun à la CAN en Égypte, l'équipe nationale des Comores, par la voix de son manager général, est très déçue. L'épée de Damoclès vient donc de disparaître au-dessus des têtes des hommes de Clarence Seedorf qui peuvent désormais se préparer sereinement à défendre le titre de champion d'Afrique en Égypte. La question est de savoir, est-ce que ça sera aussi facile de préparer cette Coupe d'Afrique des Nations au lendemain donc, de cette décision favorable au Cameroun, c'est clair. Charles Monge-Mouyeme, vous avez réagi dans les réseaux sociaux en parlant un peu de quelques dysfonctionnements dans cette décision du TAS, qui n'était pas assez réglée, n'était pas allé au fond du problème. Comment est-ce que vous avez apprécié cette décision, ce verdict rendu par le TAS, qui est resté sur la forme, concrètement? Non, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas conforme, j'ai juste dit qu'elle est discutable. Elle est discutable à plusieurs égards. Il faut qu'on s'entende. Les règles du jeu, c'est que quand le CAF a décidé, c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais je dis qu'elle est discutable. Pourquoi je dis qu'elle est discutable? Parce que je n'ai pas très bien compris. Je croyais savoir ce que signifiait avoir de l'intérêt à quelque chose. Mais là, ça m'a créé du doute tout de suite. Parce que pour moi, tous les États membres de la CAF avaient intérêt dans cette affaire. Je suis membre d'une association. Mon instance dirigeante ne respecte pas les textes de l'association, ça m'intéresse. Parce que ça crée un précédent, un fâcheux précédent, qui fera en sorte que demain, quand on enlèvera la CAN à un autre pays Y, pourquoi lui, il devrait accepter qu'on lui enlève sa CAN au lieu de la déplacer? Pourquoi lui, il l'acceptera? Alors que ça n'a pas été le cas précédemment. C'est un mauvais précédent. Donc pour moi, même ceux qui n'étaient pas aux éliminatoires, s'ils sont membres de la CAF, auraient intérêt dans cette affaire. C'est ce que j'aurais compris par intérêt. Parce que mauvais précédent, demain, ça peut être mon tour. C'est de cela qu'il s'agit. Mais là, le TAS a bien clairement écrit intérêt sportif. Mais je parle de l'intérêt sportif. Ils sont limités peut-être sur le terrain. Ils n'ont pas... Non, ils ne sont pas entrés dans le fond. Oui. On est d'accord. On nous retire la CAN le 30. Ce n'est pas moi qui ai utilisé l'expression retrait. C'est la CAF. Ouais. Ahmad avait fait une déclaration. Vous prenez son appel à candidature pour la nouvelle CAN. Enfin, ils ont encore mis retrait. À chaque fois, c'est eux qui ont utilisé le terme retrait. Dans leur test, le retrait renvoie à quelque chose. Ils ne sont pas allés au bout de cette chose-là. Pour moi, tout membre de la CAF peut dire non, je ne peux pas être dans une association qui ne respecte pas ces textes. Tout membre devrait pouvoir le dire. La position du Cameroun dans cette CAN 2019 est toujours discutable, selon... Pour moi, en tant que Camerounais, je préfère que le Cameroun soit à la CAN. Je suis mieux la CAN comme ça. Je perçois mieux l'ambiance comme ça. C'est vrai. On peut être chauvin si on veut. Mais en tant qu'Africain, qui voit ces structures faibles, des structures qui n'ont pas de solidité, je ne peux pas concevoir qu'on fragilise encore la CAF. Parce que cette décision, pour moi, fragilise la CAF. Ahmad avait le moyen de procéder autrement. S'il voulait faire un report, il aurait dit au comité exécutif de faire un report, pas un retrait. Et je dis qu'on a eu plusieurs occasions. C'est pour ça que moi, ça me désole un peu. Quand on passe de 16 à 24, on pourrait régler cette affaire dans cette histoire-là. Monsieur Cameroun, vous pouvez, si vous ne pouvez pas, on reporte. Je ne vois pas qui sera à l'OTAS. Mais vous laissez couler, vous envoyez les inspecteurs, ils viennent, ils font les méchants ici, ils vont sur les sites. Mais le Cameroun a bien accepté. On a tout accepté, c'est pour ça que je dis que je ne peux pas revenir là-bas. Mais on a vu les inspecteurs ici, les cabinets, les trucs, etc. Toute cette machinerie, c'était pour dire qu'on est dans les normes CAF d'organisation de la CAF. Et puis, vous arrivez,
le chef d'État vous reçoit. Sur le perron, vous dites que si le Cameroun perd la CAN, c'est lui-même. Ce n'est pas moi. Quelques semaines après, vous dites, tchac, retrait. Les tests sont là, vous ne les avez pas changés. Le comité exécutif peut modifier ses compétitions. C'est prévu dans les textes. Oui. Ils peuvent décider que ça passe de 16 à 24, ce n'est pas un problème, c'est leur compétition. Et ils ont mis les gardes, ils peuvent modifier. Mais quand un texte est là, en vigueur, en place, tant qu'il n'est pas modifié, ils doivent l'appliquer. C'est de cela qu'il s'agit simplement. C'est pour ça que je dis que si je vois quelqu'un voler chez le voisin, je l'arrête, je le mets au commissariat. Et qu'on me dise que, comme il ne volait pas chez moi, on va le libérer alors qu'il a volé, moi, ça me pose un problème. C'est pour ça que je dis que les communs puissent être qualifiés ou pas, encore que cette décision de suspension devait prendre effet en même temps que le retrait. Si elle prend effet en même temps que le retrait, on est dans une autre situation où le match Cameroun-Comore ne s'est pas encore joué. À ce moment-là, la commission de compétition, je sais pas, aurait statué, qu'est-ce qu'on fait? On retire les points du Cameroun à tout le monde, ou on donne 3 points aux Comores. Ils auraient décidé. C'est pour ça que les Comores vont au TAS en se disant, OK, comme on a joué, et que la décision devait être prise de 30, le match n'aurait pas dû se jouer, donc nous ne l'avons pas perdu. Je peux les comprendre un peu dans ce sens. C'est pour ça que j'ai dit que la décision est discutable. Mais peut-être que dans le cours de l'audience, où les deux parties ont donné leur... Il y a peut-être d'autres arguments que je ne maîtrise pas, mais je vous assure que, vu de ma place ici, de simple observateur, je pense que c'est très discutable. Maître Désiré Sikati, vous qui êtes quand même féru des litiges sportifs, le TAS est-il droit dans ses bottes? Est-ce qu'en rendant ce verdict, en restant sur la forme, il a décidé justement de ne pas aborder ce type de cas parce que les commandes n'avaient pas totalement donné des garanties sur le plan de la forme pour que ces plaintes puissent arriver à bout? Ben déjà, vous vous souvenez qu'à l'entente de mon propos, dans cette émission, je vous ai dit que le TAS est une juridiction, c'est la plus grande juridiction internationale en matière de sport et ses compétences sont pratiquement acceptées par tout le mouvement sportif. Donc, je ne pense pas que ceux qui nous regardent doivent avoir l'impression que le TAS a créé un droit spécifique ou bien une jurisprudence spécifique dans cette affaire. Il s'agit des règles de procédure qui sont pratiquement les mêmes. C'est-à-dire les règles de procédure sont pratiquement les mêmes, quelles que soient les juridictions. En général, devant les juridictions, la plupart des juridictions. Quand vous allez au tribunal, il y a ce qu'on appelle les règles de forme et les règles de fond. Avant qu'on aborde les règles de forme, avant les questions de fond, il faut d'abord passer par les questions de forme. Et les questions de qualité et d'intérêt, de capacité font partie de ce qu'on appelle les questions de forme. Si on aborde les questions de fond, que dans la mesure où on s'assure que vous avez qualité, vous avez intérêt, vous avez capacité, s'il y a des cautions à payer, vous avez payé les cautions. Par exemple, si le TAS n'avait pas payé les frais de procédure, pas le TAS, les commandes n'avaient pas payé les frais de procédure, et la requête allait être déclarée irrecevable. Bon, maintenant, je pense que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce que ça veut dire, un intérêt. L'intérêt est simple. Quand vous allez au tribunal, vous devez être celui qui doit profiter de la décision que vous demandez au juge. Si vous allez devant le tribunal demander une décision qui est supposée profiter à quelqu'un d'autre qu'à vous, on considère que vous n'avez pas intérêt. Et à ce moment, ça c'est les principes de droit qui sont applicables même ici chez nous devant les tribunaux. Ça veut dire que si demain, vous décidez, monsieur Mouyemé, d'aller par exemple demander l'expulsion du locataire de votre voisin qui ne paye pas les loyers, le tribunal va vous dire que vous n'avez pas intérêt. Puisqu'en fait, ce n'est pas à vous qui payez les loyers. Quand bien même il paierait, les loyers ne vous reviennent pas. Donc c'est des principes, je dirais, des principes ordinaires qui sont applicables de façon générale dans le système judiciaire. Maître, je comprends bien, comme on est dans la question de sport. Oui, c'est l'occasion justement de placer votre question. J'ai dit tout à l'heure que vous habitez en face de moi, de chez moi. Non, j'ai compris. Un voleur chez compris. L'autre chose, il y a une autre question. Oui. Dans le cas d'Abdourahmane, par rapport à l'exécutif de Tombi, l'éviction de Tombi profitait à Abdourahmane? L'éviction de Tombi? De la FECAFOOT, de la présidence de la FECAFOOT, profitait-elle à Abdourahmane? Abdourahmane, non. C'était un groupe. Abdourahmane n'a pas engagé le contentieux en son nom propre. Non, c'était un ensemble de clubs. Parmi lesquels il n'y avait pas de candidat. Non, on ne peut pas dire. C'était un ensemble de clubs, n'est-ce pas? Oui.
qui était parti à un litige. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que celui qui conteste une élection, qui demande l'annulation, ne sera pas candidat demain. Ça veut dire au moment où la question est soumise au TAS pour une élection, on demande l'annulation d'une élection pour la réorganiser après. Mais il va de soi que celui qui demande l'annulation peut avoir la prétention d'être un futur candidat. Bon, mais maintenant, dans le cas dont on parle, les Comores, dans la poule, sont classés 4e. Même si on considère la suspension du Cameroun sur la base de l'article 92 du code disciplinaire de la CAF, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le Cameroun sera exclu du groupe et tous les points attribués ou bien obtenus par le Cameroun seront totalement annulés. Ça veut dire qu'il restera dans la poule 3 équipes et tous les matchs du Cameroun ne vont pas être pris en compte. La conséquence, c'est que... Non, la conséquence, c'est quand même dans ce cas de figure-là, le Comore est 3e. Le Malawi est 2e. Justement, avec la réalisation, maître, peut-être pour vous compléter, vous allez continuer votre argumentaire. Ce tableau, justement, qui permet, grâce à Adjomatrice, on peut avoir justement ce tableau à Collins pour montrer un peu la position de ce groupe du Cameroun, le groupe B des éliminatoires de la CAN 2019, la position finale et celle qui sera modifiée bien après la décision d'ordre du TAS. Si on peut justement, oui, le thème, merci, la réalisation. Là, donc le classement, c'était le classement final. Maroc 11 points, Cameroun 11 points, Malawi 5 points et Comores 5 points. Malawi et Comores ayant le même goal différence. Mais les Comores sont en dernière position parce que dans les confrontations directes, on va le voir avec le tableau qui suit, lorsqu'on retire le Cameroun de ce classement, avec tous les points du Cameroun, tous les affrontements face aux autres pays. On garde les confrontations entre ces 3 pays. Là, le Maroc est en tête avec 8 points, Malawi 4 points, Comores 4 points. Seulement que ces 2 matchs, si on peut le voir également dans la suite, les 2 matchs en aller-retour, Malawi, Comores. Ce fameux but inscrit par le Malawi au Comores qui met cette équipe en difficulté aujourd'hui du côté du TAS. Maître, c'est ce que la CAF, c'est ce que le TAS appelle l'intérêt sportif digne de protection. Ça veut dire que vous n'avez pas une situation qui va vous profiter au cas où vous gagnez votre procès devant le TAS. Le Malawi, parce qu'on dit aussi en droit que nul ne plaide pas procureur, mais les Comores ne peuvent pas prétendre aller au tribunal, gagner un procès qui va profiter au Malawi. Ça, je pense que c'est une absurdité. Et c'est ce que le TAS est en train de dire. Ce n'est pas pour polémique, c'est pour qu'on comprenne. Vous avez parlé tout à l'heure de le potentiel président à l'Africa Foot. C'est pour ça qu'il est intéressé. Oui. Pourquoi vous ne dites pas que si on crée ce précédent-là, ça peut arriver demain aux Comores aussi? Ils sont potentiellement candidats à la violation des textes de la CAF. Je ne pense pas que ce soit la même chose. C'est pareil. On va mettre à David de placer un mot. David, placer un mot sur la question aussi. Oui, non. En fait, tous les tableaux qu'on a montrés, justement, devraient pouvoir faire comprendre à Charles ces questions. En réalité, Maître Sikati a tout expliqué. Et maintenant, quand c'est vrai que Marc Chouamon a eu, n'est-ce pas, l'avance sur vos questions. Peut-être que les questions sont posées par les Camerounais. On est bien sûr dans la question de sport. Voilà, question de sport. Et avec son réalisateur, ils nous ont montré tous les cas de figure des tableaux. C'est-à-dire... Pas tous. Non, tous les cas de figure. Tous les cas de figure. Non, c'est pas le cas. Vous n'avez pas montré celui des Comores. Si, on estime qu'on aurait dû leur donner 3 points. Non, ils sont non. On parle de ce qui s'est passé sur le terrain. Si on disqualifie le Cameroun, on retire le Cameroun sur le terrain. Si on disqualifie le Cameroun, tous ces matchs, on disqualifie le Cameroun, on annule tous ces matchs. C'est ça le règlement. Oui, c'est le règlement. Le Cameroun est considéré comme la poule. Puisque vous êtes suspendu. C'est ça que le TAS a tablé justement pour rapidement réagir. Et cela donc explique pourquoi le TAS peut dire aux Comores, écoutez, vous n'avez aucun intérêt à ce que, comme Maître l'a dit, je crois qu'il a expliqué terre à terre, vous ne pouvez pas aller au tribunal pour gagner un procès qui ne vous profite pas. Maintenant, et quand vous parliez, quand vous-même, Charles, vous parliez des membres de la CAF, on parle aussi, même s'il faut revenir aux membres de la CAF, il y a 54 membres de la CAF, 54 pays, dont 54 membres de la CAF. Il y en a 24 qui sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer le 21 juin en Égypte. Il y a donc 23 autres que le Cameroun. Alors, l'intérêt de ces 23, ils sont aussi membres de la CAF. En fait, s'il faut demander
l'avis de ceux qui sont là qualifiés et du pays organisateur. Sans le Cameroun, voilà. Donc en réalité, ça le tenant du titre. C'est le cœur. Non, mais Charles, peut-être qu'il faudrait aussi ajouter, parce qu'en fait, il faudrait peut-être que nous comprenions une chose. La procédure devant le tribunal arbitral du sport n'est possible que dans la mesure où vous avez épuisé ce qu'on appelle les voies de recours internes à votre fédération ou bien à la confédération. Donc ça veut dire que même si c'était le Malawi qui avait engagé cette procédure-là, j'ai vu la même procédure que celle que les Comores ont engagée, c'était le Malawi qui avait engagé cette procédure-là, bien, le Malawi peut-être ne se serait pas buté à la question d'intérêt, étant donné que c'est ce pays qui allait profiter directement voilà, de la suspension du Cameroun. Mais pourquoi l'État n'évoque pas ça? Non, il ne peut pas évoquer parce que le Malawi n'est pas parti au procès. Non, je parle de l'épuisement des procédures. Non, si, la question liée à l'épuisement, parce que les avocats de la CAF des informations que vous avez ont soulevé, les avocats de la CAF ont soulevé toutes ces questions de forme. C'est-à-dire les questions de forme, notamment la question de l'épuisement des voies de recours interne. Les textes de la CAF disent que lorsqu'une décision prise par la CAF fait grief, cette décision est susceptible d'être attaquée devant le jury d'appel de la CAF. Et ce n'est qu'après le prononcé de la décision du jury d'appel que la partie qui n'est pas satisfaite peut se pourvoir devant le TAS. Mais ici, vous verrez bien que la décision qui a été prise par le comité exécutif, si vous voulez bien que ce soit le retrait ou bien le décalage de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, cette décision-là a été déférée directement au tribunal arbitral du sport. Donc, ça veut dire que si c'était le Malawi à la place des Comores, n'est-ce pas, on n'aurait pas opposé l'intérêt au Malawi, mais on aurait opposé certainement le non-épuisement, le principe du non-épuisement du droit de recours interne. Ça veut dire... Donc, on peut dire que le dossier des Comores, peut-être moi je pense qu'ils ont été... C'était trop fragile. Oui, c'était honnêtement, moi je pense que leur dossier était un peu léger. Ils ont été un peu emportés par la passion de jouer cette canne-là. Ils n'ont pas pris le temps. Je pense quand même les avocats, parce qu'en Suisse, il y a vraiment des avocats experts en droit du sport qui sont vraiment à la hauteur de la tâche. Je suis persuadé que ils ont dû dire aux Comores que ce litige n'a pas de fortes chances d'aboutir, mais par souci de passion, bon, les Comores ont dit allons-y quand même parce qu'on ne perd rien du tout. Vassilios, la requête ou bien les requêtes des Comores ressemblent un tout petit peu à leurs moyens financiers. Ils avaient quand même du mal à payer les frais de procédure du côté du TAS. Est-ce que justement dans la précipitation de chercher beaucoup plus l'argent, ils ont oublié la forme en insuffisant leurs problèmes d'abord à la CAF avant de monter au TAS? Mais disons qu'ils avaient le souci d'attaquer un règlement qui n'a pas été respecté. Et dans leur approche, et qui a semblé être l'approche de plusieurs, c'est-à-dire qu'à un moment, beaucoup pensaient plus au fait que si le Comore avait gain de cause, on lui remettrait les 3 points et il passerait devant le Malawi et il serait qualifié. Malheureusement, tel n'est pas le cas. C'est-à-dire que si d'aventure le Cameroun était disqualifié, on lui retirait aux autres équipes tous les points issus, n'est-ce pas, de rencontre avec le Cameroun, et ce qui forcément ne permettait pas aux Comores de passer devant. Donc je pense que Maître a suffisamment donné des éclaircies là-dessus, parce que réellement, l'autre dernière des choses, avant que je brûlais d'envie de le dire, il a également dit, c'est-à-dire en interne, les Comores n'ont pas épuisé les voies de recours. On a opposé cet argument à Abdourahmane. Il n'a pas épuisé les voies de recours à la FECAFOOT avant d'aller à la CCA. Oui, mais c'est dans ce pays qu'on lui a opposé ça. Et il a eu gain de cause. Gain de cause au TAS ou à la CCA? Au TAS? Oui, à la CCA d'abord. Oui, admettons que... Le principe, l'obligation d'épuiser les voies de recours internes à la fédération, franchement, c'est une obligation qui est prévue dans les statuts de toutes les fédérations internationales. Mais il y avait une ouverture, dans les anciens statuts de la FECAFOOT, il y avait une ouverture qui prévoyait que si vous sautez, vous allez à la CCA, la condition c'est que vous ne revenez plus en interne. Oui. Or, quand vous avez des griefs contre la structure elle-même, non, sauf que la décision dont vous parlez là, moi je l'ai lu. C'est la CAF qui nomme elle-même ses commissions. J'ai un problème contre la CAF. Oui, mais est-ce que pour la forme, il faut quand même y aller, non, Charles? Pour la forme, vous savez peut-être que vous allez perdre d'avance, mais vous y allez juste pour la forme. N'oubliez pas les délais. On parle de la canne là. Oui. Une canne qu'il faut préparer.
Non, il y a des procédures accélérées. Devant tous les mouvements sportifs, que ce soit au niveau de la CAF, que ce soit au niveau du TAS, il y a des procédures accélérées. Maintenant, la jurisprudence dont vous parlez là, c'est-à-dire, c'est une décision qui a été rendue par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique, qui avait estimé qu'une décision qui a été, disons qu'une élection qui s'est déroulée au sein de la FECAFOOT, que l'attaquer devant les organes juridictionnels de la FECAFOOT serait d'office inopérant parce que ces organes juridictionnels sont sous la coupole des dirigeants de la FECAFOOT. Et que le règlement de la CCA prévoyait qu'on peut la saisir sans épuiser. Non, sauf que c'est une jurisprudence qui est discutable. Parce que je vais vous rappeler une chose. Vous vous souvenez de la commission de recours qui était présidée par le magistrat Soken, qui avait annulé l'élection de Iya Mohamed alors qu'il était en prison? Oui, oui. C'est-à-dire que voilà une décision qui est rendue par la commission de recours et qui annule un processus électoral organisé par ceux qui ont gagné l'élection et qui ont désigné les membres de la commission de recours. Or, ce que la CC a dit ensuite, c'est que si vous saisissez la commission de recours, d'office, vous êtes perdant d'avance parce que la commission va être est un peu liée, voilà, aux parties prenantes de vos adversaires, c'est ça. Donc moi, je pense que ce n'est pas une jurisprudence qui a autorité parce qu'en réalité, même le principe de l'épuisement des voies de recours internes, lisez la loi de 2018 sur les activités physiques et sportives, c'est écrit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller devant la CCA si vous n'avez pas épuisé les voies de recours internes à votre fédération. Et ce n'est pas seulement la FECAFOOT. D'accord. Quelle loi a été rédigée? Cette décision, vous savez que les Comores ont fait l'actualité depuis cette affaire, depuis le retrait de la CAN au Cameroun. C'était donc le 30 novembre à Accra. Ils sont devenus pratiquement des stars au Cameroun. On connaît désormais tous les membres de cette fédération. Et justement, l'un d'entre eux, qui était donc le manager général de l'équipe nationale des Comores, qui a réagi quelques minutes après cette décision du tribunal arbitral du sport. Notre ami Ben Amir Abdou nous a donné donc cette interview depuis la France, où les Comores préparaient déjà leur Coupe d'Afrique des Nations. On ne sait jamais. Nous attendions cette décision depuis mercredi dernier, depuis le jour de l'audience. Elle est aujourd'hui en notre défaveur. Mais nous acceptons la sentence. Le TAS considère que les Comores n'ont pas d'intérêt à demander la disqualification du Cameroun. Ce sont donc les Lions indomptables qui iront défendre leur titre sur la terre égyptienne, en terre des pharaons, et nous leur souhaitons bonne chance. Sur le fond, le TAS considère peut-être que notre combat était juste. C'est pour cela qu'elle demande à la CAF de payer ses frais, aussi bien les frais d'avance du tribunal que les frais de ses conseillers. Mais ce qui nous condamne, c'est ce but encaissé par le Malawi chez nous, puisque c'est le goal à virage qu'on est quatrième, ce qui sauve aujourd'hui le Cameroun. Nous espérons surtout que cette lutte qui a été difficile pour nous sera salutaire pour le football africain, sera salutaire pour les Comores et sera salutaire pour le Cameroun. Nous sommes soumis aux lois de la justice arbitrale du sport, mais nous ne regrettons aucunement d'avoir mené ce combat et nous souhaitons bonne chance aux Lions indomptables. Bonne chance également à vous, puisque les Comores préparent sous couvert de la CAN 2019 une compétition sous-régionale du côté de l'Afrique. Mais, pardon, Vassilous et Semer, est-ce que les Comores ont été trop naïfs dans cette affaire? Quand on écoute encore Ben Amir Abdou, on se dit qu'il manquait un peu de connaissances dans le domaine. Certes, la fédération comorienne n'est pas une vieille fédération de football en Afrique. Oui, on ne peut pas parler de naïveté. Je parle ici sous le contrôle d'un juriste. Généralement, quand vous allez au tribunal pour une affaire, ce n'est pas parce que c'est vous qui portez plainte, c'est vous qui allez forcément avoir gain de cause. C'est-à-dire que pour ceux qui ont suivi l'ouverture, n'est-ce pas, de ce procès, si je peux l'appeler comme ça, le premier jour où on a eu ces assises, quand les sons revenaient, il était question des dossiers suffisamment houleux qui ont été suffisamment préparés parce que les avocats de la CAF s'étaient préparés minutieusement avec des arguments et des éléments assez solides. Ils n'ont pas fait de bruit surtout. Effectivement, ils ont préparé leur défense tranquillement, tandis que les autres étaient quasiment presque sûrs. Or, quand on regardait avec des nouveaux éléments, comme le disait Maître, c'est-à-dire que c'est des personnes huppées, futées, et qui sont spécialistes dans des questions juridiques, ils sont allés d'abord dans la forme,
C'est pourquoi, à un moment donné, le manager du Comore laisse entendre que si peut-être on avait évoqué le fond, mais en réalité, il revient et admet lui-même que le but du Malawi qu'ils encaissent à domicile, les joue faux bon aujourd'hui, parce que véritablement, c'est à ce niveau qu'ils perdent le procès. Il y a un élément qui tient. Quand je parle de naïveté, mais est-ce qu'il ne savait pas dès le départ, David, que ce but qu'ils avaient pris contre le Malawi dans la double confrontation directe, puisqu'ils ont battu le Malawi 2-1 au Comores, et les Malawi se sont imposés chez eux 1-0. Non, il est-ce faut qu'il ne savait pas que dès le départ, qu'on aurait évoqué ce classement sur cette affaire? Parce que dans leur tête, ils pensaient qu'on devait octroyer les 3 points du match face au Cameroun. Je crois qu'ils savaient tout. C'est eux qui sont allés au TAS pour porter plainte. Et ils savaient tout. Ils savaient tout. Et il n'est pas étranger. D'ailleurs, il a dit lui-même, c'est ce but-là qu'ils ont encaissé. Il savait tout. Et il est même avec, un peu avec Charles. Parce qu'il dit qu'il est content d'avoir atteint ce niveau. En fait, il n'y a aucune fédération, selon lui, selon ses dires, entre guillemets, n'avait pas encore attaqué à ce niveau la Confédération africaine de football. Et il pense qu'on a avancé d'un pas. Il sait que si un pays, aussi petit soit-il, est dans les problèmes, demain dans les mêmes problèmes, il va porter plainte parce qu'on va s'appuyer certainement sur la plainte qu'a porté les Comores au TAS. Et maintenant, le Cameroun... j'ai mon voisin, comme Charles a ses voisins qui lui posent les mêmes questions tous les jours. J'ai mon voisin qui se réveillait tous les matins et me demandait est-ce que c'est fini au TAS là-bas? Est-ce que c'est fini au TAS? Eh bien, c'est fini au TAS, on peut respirer un peu. Et le Cameroun a un supporter de plus, c'est-à-dire 794 000 personnes de plus, parce que comment c'est 794 000 habitants qui viennent de nous, de se lier à nous. Ils souhaitent que nous gagnions parce qu'ils savent que sinon on gagne cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la leur. Ouais. Ils savent qu'ils nous ont gagné au TAS et que c'est sur une petite... une vice de forme qui ne sont pas là. Ils savent qu'ils ont gagné en portant plainte à la grande CAF. Marc, moi je veux qu'on s'entende. Je suis d'accord, la sentence du TAS, je ne la discute pas. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'en tant que Camerounais, je ne suis pas fier de participer à une CAN alors que le président de la CAF a dit que pour que j'y participe, il a violé la CAF, a violé les thèses de la CAF. C'est chez un de vos confrères, une chaîne de télé panafricaine, qui l'a dit haut et fort, clairement. Nous avons piétiné nos propres textes. Mais vous êtes fiers. En même temps, Ahmad avait évoqué, Charles, Ahmad avait évoqué dans la restitution de la CAF et autres pour amener les pays à se développer et autres qui ne pouvaient pas lâcher le Cameroun alors qu'il avait aussi investi. Vous avez déjà vu un pays qui a l'organisation d'une compétition et qui ne fait rien. Quand on la lui retire, il n'a fait aucun effort. Vous avez déjà vu ça. Quand on retirait les U17 à Madagascar, il n'avait rien fait. Quand on retire le CHAN là, à l'Éthiopie, l'Éthiopie n'a rien fait. Vous croyez vraiment à ça? Moi, je veux qu'on se comprenne. Moi, Camerounais, ce n'est pas de cette façon que je veux me qualifier. C'est pour ça que dans mon article que vous évoquez, j'ai parlé de Bielsa, n'est-ce pas? Oui. Son équipe a profité d'une erreur d'arbitrage pour marquer un but. L'arbitre a validé le but, non? Qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs? Messieurs, je ne peux pas profiter d'une erreur d'arbitrage pour gagner un match, même si c'est la montée. Il a dit à ses joueurs, arrêtez-vous, laissez l'adversaire égaliser. Comme ça, on remet tout à 0 et je veux gagner comme un homme. Je dis que... Élite n'est pas monté. Élite n'est pas monté. Un pays qui veut cultiver l'éthique ne profite pas de ce genre de situation. C'était au Cameroun de dire à Ahmad, tu nous as retiré la CAF, la CAN. Vraiment, applique tes règlements. Nous avons, à partir de 2023, on verra. On accepte l'ascension. On accepte l'ascension en entier, on boit la tasse. Nous avons été défaillants et nous l'avons été grandement. Aujourd'hui, profiter d'une situation alors que des gens ont pillé le pays. Justement, est-ce qu'on ne s'enorgueillit pas derrière pour qu'on n'ait pas la CAN? Et en plus, on est là comme un resquilleur, un receleur qui est là, qui attend les objets volés. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle bien mal acquis? C'est une CAN mal acquise. Je suis désolé. Nous avons été disqualifiés de la CAN parce que retrait
Vraiment, c'était à nous, en gentlemen, de faciliter la tâche à ce président de la CAF en lui disant, applique ton règlement. Nous allons revenir à la charge plus tard. Et pour moi, moralement, j'aurais été insatisfait, un Camerounais satisfait moralement, parce que le pays est en déliquescence éthique. Et on va encore profiter d'une situation où le propre président de la CAF vous dit « j'ai violé les textes ». Moi, ça ne me rend pas fier, honnêtement. Il y a un proverbe qui dit « un bien mal acquis ne profite jamais ». Même si la main de Maradona avait profité à l'Argentine. Alors, Maître Désiré Sikati, quand on regarde ces appels, c'est donc par les Comores, est-ce qu'on ne peut pas dire que les Comores ont quand même réussi à gagner une petite guerre dans cette affaire face à la CAF, a fait reculer un tout petit peu la CAF en montrant la face du monde qu'elle, justement, ne respectait pas ses textes et qu'il fallait désormais le faire si ce n'était pas le cas par le passé. Et on voit encore, avec le cas de la Ligue des champions africaine, qu'elle va quand même de non-respect en non-respect de ses propres textes. Mais déjà, il faut avoir l'humilité de reconnaître que si il fallait rentrer sur les questions de fond, le Cameroun aurait certainement été en difficulté. Parce que quand vous lisez le règlement d'attribution de la CAN, vous verrez très bien qu'il n'existe nulle part le terme report de compétition, décalage, glissement, il n'existe pas. On parle d'attribution et de retrait. Et l'article 92 dit clairement qu'en cas de retrait, le pays à qui la compétition a été retirée est suspendu. Ça, c'est ce que les textes disent. Ce qui veut dire que si le TAS s'était retrouvé dans une situation où il fallait traiter du fond de l'affaire, je pense que le Cameroun aurait vraiment eu du souci à se faire. Bon, maintenant, vous me posez la question de savoir... La CAF, pas le Cameroun. Pardon. Non, mais le Cameroun. Le Cameroun aurait... Au travers de la CAF. Non, le Cameroun aurait eu du souci à se faire en tant que victime collatérale, je dirais, des erreurs de la CAF, ou bien des turpitudes de la CAF. Bon, maintenant, vous me demandez, est-ce que les recours qui ont été introduits par les Comores n'ont pas une certaine portée sur le plan sportif? Je pense que si. Je pense que si, parce que, au-delà du fait que les Comores ont perdu, bon, je dirais aussi qu'ils perdent parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience de ce genre de contentieux. À la différence peut-être de la CAF qui en connaît chaque jour, ou bien d'un pays comme le Cameroun, qui connaît déjà tous les couloirs du TAS, peut-être même les toilettes spécialisés. Voilà, donc les Comoriens sont encore des genoux dans les procédures sportives. Voilà, bon, mais il faut leur reconnaître un mérite, le mérite d'avoir démystifié un peu, voilà, cette grande monture qu'est la CAF. Parce qu'il faut comprendre. Je t'interromps parce que pour éclairer plus. Imaginons à un moment donné que les Comores se soient associés à un collège de fédération pour rester au TAS pour violation des tests de la CAF. Qu'est-ce qui se serait passé? Non, mais disons que ça, c'est un autre débat. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que le TAS va dire après. Si vous allez seulement au tribunal pour dire violation des règlements de la CAF, le TAS peut dire aussi, nous constatons que effectivement la CAF a violé et demandons à la CAF de ne plus violer. Voilà, donc bon, à la fin, je ne suis pas sûr. D'accord, on a plus de temps sur ce thème. Voilà, donc je parlais de là, ils n'avaient déjà pas les moyens pour leur propre plainte. Ce n'est pas aller négocier avec 20 autres pays pour les accompagner. Parce que c'est quand même une négociation qui... Les Comores, ils ont quand même joué un peu avec une certaine légèreté. D'accord. Parce qu'une certaine légèreté. Parce que faire tous un contentieux comme celui-là, parce que les procédures de TAS coûtent très cher. Oui. Et aller être buté sur une question de forme élémentaire, voilà, bon, je suis quand même surpris. C'est quand même un sujet. Merci pour ces éclairages, monsieur, sur ces différentes questions de notre émission sur cette décision du TAS. On va migrer très légèrement vers le deuxième thème de ce programme ce soir. On entre dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun qui prépare justement cette CAN. Il n'y a plus d'ombre au-dessus du ciel espagnol où notre équipe se prépare. Sauf qu'il y a un programme qui est sorti après que la presse et le public aient réclamé à tue-tête le programme officiel des Lions indomptables du Cameroun. Qu'est-ce qu'il en est? Petite transition et puis on en parle.
déplacement est réussi tranquillement dans cette tanière des Lions indomptables du Cameroun. Monsieur Vassilius Esseme, vous êtes entraîneur, je commence par vous. Le thème va s'afficher. Le stage du Cameroun commence en Espagne, tout en rappelant que les joueurs sont partis de leurs clubs et des pays respectifs où ils évoluent pour rejoindre Madrid. Ceux qui étaient en vacances déjà au Cameroun et qui avaient fini il y a 2-3 semaines ont pris la direction de Madrid. Après près de 10 jours, on prend la direction du Qatar. Après le Qatar, on prend la direction de Yaoundé, on revient au Cameroun pour un stade de 3 jours. Il n'y a pas de match amical qui a été prévu pour repartir en Égypte, au Caire, direction Ismaïli qui est le camp de base. D'aucuns disent que c'est un peu trop et que les distances sont trop longues, qu'on aurait pu simplifier ce stage. C'est votre avis aussi? Bon, moi je pense que si les distances sont longues, c'est des heures de voyage. Maintenant, il faut voir dans quel confort on voyage. Ce qui a semblé être clair avec les sélectionneurs sur l'effectif qui a été convoqué, c'est que cet effectif pour le deuxième stage va régresser. Donc, les 2 premières rencontres amicales serviront, puisqu'ils se jouent en 2 jours. Forcément, en tant qu'entraîneur, quand on prend 2 matchs qui se suivent, certainement on va préparer 2 groupes. Un groupe qui jouera l'un et un second groupe qui jouera l'autre, compte tenu de l'effectif qu'il a sous la main. Et cela va lui permettre de dégager le groupe qui va entamer le deuxième stage. Et à partir de là, pour le deuxième stage, il y a un dernier match. Et à l'issue de ce dernier match, il arrêtera définitivement la liste. Et c'est ceux-là qui viendront au Cameroun, qui finalement participeront à la CAN. Tout dépend maintenant des 2 premières séances d'entraînement par rapport au programme qu'ils ont, de la fraîcheur des joueurs qui sortent certainement d'un long championnat. C'est vrai que ce problème sera posé à tous les joueurs de toutes les sélections qui viendront à la CAN. Donc là-dedans, il y aura un travail de groupe, il y aura une individualisation de l'entraînement pour certains. Mais toujours est-il dit qu'il y aura d'abord un travail de régénération à faire et un travail d'entretien musculaire aussi. Et par la suite, on va commencer à asseoir la façon de jouer. C'est pourquoi les 2 matchs sont assez importants pour rapidement faire le choix, pour avoir des idées assez précises pour le deuxième stage. Pour vous, il n'y a aucun problème sur les distances, sur le temps de récupération, sur ces nombreux mouvements où on change de climat, on quitte en Espagne, on va au Qatar qui a le même climat que l'Égypte, on revient au Cameroun où il y en a en saison pluvieuse actuellement pour rentrer. Parce qu'actuellement en Espagne il fait très chaud. Oui, mais il faut dire aussi qu'il y a des soucis de communion parce que vous savez, une équipe, c'est son environnement. Et puis les Lions indomptables, partis sans dire au revoir au peuple, ça pose quand même problème. C'est-à-dire que si le stage avait commencé au Cameroun, il n'y aurait pas eu de souci d'un retour. Mais le stage commence à l'extérieur et à partir de ce moment-là, on sait que le programme est conçu de telle en sorte que partir du Cameroun pour la compétition, on a encore quelques jours pour pouvoir s'accommoder, s'acclimater. Donc moi je dis à ce niveau-là, véritablement il n'y a pas de problème. Le problème se poserait si le timing des voyages n'est pas bon. C'est pourquoi je parle de confort. Okay? S'il faut arriver à un aéroport, rester en transit, dormir à l'aéroport, comme ça a souvent été le cas par le passé, même si à certaines fins, cela ne nous avait pas empêché de gagner certaines compétitions, à ce moment, ça poserait problème. Donc, il faut simplement voir comment le programme est agencé en fonction des heures de vol et par rapport au programme de l'entraîneur. Charles Mongue-Mouyemé, quand vous regardez le programme des Lions de stage des Lions indomptables du Cameroun, ponctué par ces 3 matchs, dont 2 face à 2 sélections africaines, la Zambie et le Mali. Un match juste après, le lendemain du match face à la Zambie, qui, selon l'entraîneur Vassilius Esseme, qui est entraîneur et qui comprend qu'on va utiliser 2 groupes pour ces 2 matchs, parce que selon les tests de la FIFA, 2 matchs, c'est en 72 heures. Si c'est le même effectif, mais comme vous l'avez expliqué, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi ces 2 matchs étaient collés. Mais est-ce que vous êtes en phase avec le programme de Clarence Seedorf? En phase? Très honnêtement, non. Pas sur le plan technique. Je n'entre pas dans un domaine que je ne maîtrise pas. C'est eux qui connaissent les questions de récupération et tout ce que vous voulez. Mais je pense que vous m'avez présenté comme observateur attentif. On avait livré un match contre la Thaïlande, je crois, n'est-ce pas? Oui, on a livré un match contre la Thaïlande. Thaïlande. Que n'avait-on pas dit
sur les problèmes d'engolissement, de voyages en Asie, longs, trop épuisants, des joueurs qui venaient de trop loin. Et là, on prépare une CAN. Et les voyages ne sont plus un problème. J'attends de voir après le sort qui nous sera réservé à la CAN. Je sais qu'on ira certainement au deuxième tour, etc. Moi, ce qui me gêne, Marc, c'est que quand nous faisons ces émissions aussi, c'est un petit peu pour ça. Quand je vois les fiers, heureux avec lesquels les Camerounais disent qu'ils s'entraînent au centre du Real de Madrid. Mais j'ai envie de pleurer pour la vie. Mais quand est-ce qu'on va guérir nos complexes d'infériorité? Mais quand est-ce qu'on va guérir de cette affaire-là? On a fait des centres ici au Cameroun, il y en a un à Bekoko, qui se meurt parce que vous préférez aller vous préparer ailleurs. Ça, c'est les choses que la CAF doit regarder. C'est quoi ces matchs amicaux entre pays africains qui se jouent désormais en Europe? Parfois dessus des petits stades de banlieue où je ne sais pas qui a comme spectateur. C'est quoi cette affaire? Et après, on vient vous dire, nous sommes souverains. C'est ça la souveraineté. Cameroun joue contre Gabon, vous allez jouer en banlieue parisienne, ou je ne sais pas où, ou en Belgique. C'est quoi cette histoire? Parce que nos terrains ne sont pas... on ne peut pas jouer sur nos terrains. Ils n'ont pas désormais les capacités d'abriter nos matchs amicaux. C'est quoi ces histoires où on va... Si on avait un petit peu plus de temps, on serait certainement allé en Italie, on serait certainement allé à Makashkala. Ne suivez pas mon regard. Donc, je veux dire que faisons attention. Faisons attention à ces choses-là. Moi, je pense qu'il faut que le Cameroun, je ne parlerai pas pour la CAF, mais parlons pour nous au moins, qu'on mette un certain nombre de garde-fous pour ces préparations. Parce qu'au bout de l'opération, ceux qui en profitent, c'est des gens qui sont en mission, qui vont de mission en mission. Ils sont allés retrouver les lions au Qatar. Et après, ils sont allés retrouver les lions, je ne sais pas où. Vous savez ce que ça fait comme frais de mission? Les joueurs, ils ont l'habitude des déplacements. Mais c'est ces gens qui sont autour, là, qui organisent ce genre de choses. Comme ça, ils ont le plein de missions. Je pense qu'on a fait un décret sur les liens d'octobre. Il faut peut-être se pencher sur les questions de préparation également pour équipes. Mettre des garde-fous et afin que nos terrains aussi, on est en train de faire des terrains, non? Oui. J'espère qu'ils n'auront plus la Libye, ils n'auront plus la Libye des stades qui ne sont pas aux normes quand Japoma et consorts seront finis. On aura des stades aux normes mondiales. On verra comment... Si vous parlez de la météo du pays, là, on verra bien à ce moment-là. Mais moi, je dis que sincèrement, ce programme d'un entraîneur qui n'a même pas eu la politesse de venir au Cameroun pour nous présenter la liste, pourquoi vous voulez que je le soutienne? On nous a clairement ici que la nouveauté, c'est que son contrat prévoit qu'il va résider au Cameroun. Je le vois dans les matchs de Champions League. On fait toujours un focus sur lui. Il est fièrement assis dans les gradins. Je regarde sur le terrain. Je ne vois pas quel joueur du Cameroun est en train de superviser au cours de ces matchs-là parfois. Parce que parfois, il supervise des joueurs qui ont décidé de ne plus jouer ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui supervise. Honnêtement, j'attends de voir le résultat, mais qu'on n'invoque surtout pas les problèmes des déplacements si notre sort n'est pas reluisant. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de soutenir, mais qu'après coup, qu'on ne revienne pas dessus, je l'espère. Ouais. David, Vassilius parlait des 3 jours avant la CAN qu'on vient faire à Yaoundé, de communion avec le peuple, communion avec le public, sauf que par le passé, ça s'est fait avec un match amical, mais cette fois, il n'y a rien qui est prévu. On vient donc faire quoi au Cameroun? On aurait pu partir de Doha pour Ismaïli directement. Mais il fallait bien que la boucle soit bouclée, Marc. Il fallait bien qu'il y ait d'autres frais de mission, des personnes qui sont allées accompagner pour revenir au Cameroun, reprendre d'autres choses, reprendre d'autres personnes d'ailleurs, avant d'aller pour d'autres missions à Ismaïli. J'ai travaillé un peu avec les joueurs qui ont joué dans les 2 meilleures équipes du Cameroun, de Coupe du Monde. Celle de 1982, il m'a été rapporté par ces joueurs-là qu'ils ont fait 40 jours de préparation en Allemagne pour préparer la Coupe du Monde 82. 40 jours. Ils étaient 27 joueurs. 27. Et pour la Coupe du Monde 90, ils étaient en Yougoslavie. Ils ont fait 40 jours. Ils étaient 28 joueurs. Donc en réalité, nous, on a 15 jours entre le 4 et le 19.
On a 15 jours et on a 37 joueurs. Ça me pose déjà un problème. Ça me pose déjà un problème. 37 joueurs pour 15 jours, alors que si on veut regarder les stats d'avant, pour les équipes qui se sont bien préparées et qui se sont bien comportées pour les Coupes du Monde de 82 et de 90, c'était 40 jours pour moins de 30 joueurs. C'est-à-dire, vous pouvez comprendre qu'en arrivant dans ces compétitions, ces joueurs étaient une vraie famille. Aujourd'hui, on a 37 joueurs. On a 15 jours et on a 5 villes, de Madrid à Doha, de Doha à Yaoundé, de Yaoundé au Caire, du Caire à Ismaïla. Alors, c'est de la balade et ça je me rappelle aussi qu'il y a une équipe du Cameroun qui était très attendue, qui était parmi les équipes favorites d'Afrique pour gagner la Coupe du Monde. C'était celle de 2002. Et justement, les Lions de 2002 m'ont dit, on a passé le temps dans les avions et dans les aéroports. Donc ça ressemble un peu à cette équipe de 2002 qui a passé le temps à voyager. Et ça, voilà une équipe de voyageurs. Et quand vous regardez le résultat de 2002, on ne risque pas d'être loin de celui-là. Quand on prend des touristes, quand on fait le tourisme mondial, oui, même si les joueurs sont habitués à voyager, ils ne sont pas habitués à voyager dans ces conditions. Ils sont habitués à voyager pour aller jouer des matchs. Ils voyagent avec un objectif. Quand vous êtes dans un avion... des frais de mission. Voilà, par exemple, ils voyagent avec un objectif. Mais quand vous regardez le parcours Madrid, Doha, Yaoundé, Le Caire, je ne vais pas aller dans les détails comme Charles qui disait que les gens se vantent de s'entraîner au Real Madrid. C'est en 97, quand même en janvier 97, que Eto'o est arrivé au Real Madrid. Ça ne devrait plus faire jaser les Camerounais en 2019 quand même. Donc en réalité, je pense que c'est du tourisme qu'on fait et ce n'est pas normal, c'est pas bien. C'était évoque l'esprit de patriotisme et autres. Il faut à tout prix prendre ce drapeau avant d'aller en compétition, en guerre en quelque sorte, qu'on va en compétition au président de Cameroun. Mais d'autres sélections, d'autres pays ont procédé autrement lorsque leurs équipes quittaient le pays pour aller se préparer en stage. On a remis immédiatement le drapeau à ces équipes-là parce qu'elles devaient rejoindre immédiatement le lieu de la compétition. Est-ce que ça n'aurait pas été la meilleure stratégie? Déjà, je voudrais quand même rappeler que le Cameroun, dans d'autres circonstances, a souvent fait le même parcours, c'est-à-dire aller se préparer à l'étranger, ensuite revenir au Cameroun, faire un match de gala, organiser pratiquement une soirée de revoir, comme ça s'est fait, je pense, c'était en 2010, avant d'aller en Afrique du Sud. Après, on a quand même vu qu'il y avait la catastrophe parce que c'était vraiment un environnement où les joueurs, la concentration qu'ils avaient acquise avant, ils l'ont totalement perdue. Yeah. Donc moi je comprends l'appréhension de ceux qui se basent sur les mauvaises situations qu'on a souvent connues. Voilà, pour se demander comment cette fois-ci ça va se passer. Moi, j'espère tout simplement que Clarence Seedorf, avec toute la stature qu'on lui connaît, un ancien grand joueur qui connaît le football de haut niveau, les conditions dans lesquelles les joueurs doivent être mis pour avoir un bon rendement. Bon, j'espère tout simplement que lui, il a été associé à tout ce programme et qu'à la fin, peut-être, il fera de monter. Mais tu dis qu'il espère. Hein. Oui, j'espère. Vous avez été dans cette équipe-là. Parce que ça a pris du temps pour qu'on nous officialise le programme des Lions. Je vais dire j'espère pourquoi. Parce qu'on a quand même constaté que à un certain... Oui, je le dis, bon, on est quand même dans un pays où on connaît aussi que les interférences entre du politique dans le fonctionnement du football, ce n'est pas toujours aussi simple. Voilà, donc. Et puis, on a quand même vu aussi qu'il y a eu une polémique sur le programme des Lions Indomptables, parce qu'il y a un premier programme, je pense, qui a été publié par un confrère de Canal+. Voilà, ouais. Et puis, bon, j'ai vu quand même que la FECAFOOT ne se reconnaissait pas dans ce programme. C'est la raison pour laquelle je dis... Au final, on a vu que c'est pratiquement ce qui est sorti en dehors du nombre de joueurs. Oui. Mais il y avait match contre le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Peut-être nos confrères ont tué le projet dans l'œuf. Peut-être. Donc, bon, maintenant, ce que Vassilios a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les conditions de voyage, ça compte énormément dans la récupération et puis dans la gestion même de l'état physique des joueurs. Parce que si vous avez des joueurs qui voyagent dans des conditions difficiles, sur des longues heures, je peux vous dire que le temps de récupération après, ça peut quand même prendre 2-3 jours. Et en 2-3 jours, la compétition elle a commencé. Maintenant, faire le reproche à Seedorf d'avoir convoqué, je sais pas, c'est 37 joueurs.
Ouais, bon, peut-être, il y a des entraîneurs qui font ça. Peut-être parce qu'il vaudrait mieux avoir le maximum de joueurs et anticiper sur des cas de blessure, par exemple. Voilà, donc, et justement, il y en a. Et au moment où on parle déjà, à quelques jours seulement du début de la préparation, je pense qu'on est déjà à 2 blessés. Il y en a un déjà qui va pratiquement rentrer, qui reste même plus dans le camp d'entraînement. Voilà, bon, si vous prenez la marge que d'ici la fin de la préparation, on peut avoir 5-6 blessés, faites la soustraction par rapport à 37, vous allez voir qu'on se retrouve pratiquement à... Je pense qu'on est à 30. Oui. Voilà, et Bon, puis, en faisant le point de l'infirmerie chez les Lions, aux dernières nouvelles de la team media officer Lucrèce Medou-Djemba, elle parlait de Dingomé qui est officiellement blessé et qui a demandé à quitter le stage. Il a eu l'autorisation de quitter le stage à peine le début. Il fait partie de la liste additive des 3 joueurs qu'on avait convoqués en plus. Je ne sais pas si on avait scruté son état physique avant de le convoquer parce que là, à peine 1 jour de stage qu'il est déjà parti. Vincent Boubacar, la blessure est confirmée pour Vincent Boubacar qui est à 90% forfait pour cette CAN. Le cas de Faye Collins Ngoran, qui également est très inquiétant, Faye Collins qui est à l'infirmerie, et également Christian Bassogo qui lui est encore en Chine pour jouer son championnat et qui a eu la permission du staff de rester encore jouer un match du championnat. Sidorf a annoncé qu'il va dégager 10 joueurs avant d'aller à Doha, donc passer de 37 à 27. Quand vous avez ces blessés-là, c'est une élimination naturelle, mais avec un joueur comme Bassogo qui sera très attendu pour cette CAN. Est-ce que c'est bien de le laisser encore en club au lieu de venir le faire concerner par la chose déjà en stage? Ben, ce qui est difficile dans l'entraînement, c'est se mettre à la place des autres. Vous savez, si moi j'étais l'entraîneur de Lyon, je ne ferais pas le programme que Sido fait. C'est pourquoi me disait tout à l'heure, est-ce qu'il a la même mise dans ce programme-là et tout. Donc voilà, s'il a accepté et qu'il est dans un processus qui va l'amener à avoir les 23 Lions dans la préparation qui les permettra d'aller défendre leur titre. À ce moment, nous, on se croise les mains, on dit chapeau. Donc, parce que, vous savez, tous les entraîneurs travaillent sur les aspects de la performance. Il y a plusieurs schémas tactiques pour aller chercher les victoires. Il y a 3 styles de jeu ou 3 styles d'attaque que chaque entraîneur, parce que, à la longue, aujourd'hui, quand on est au quartier, lorsqu'une équipe joue bas, elle va procéder par contre-attaque. Un profane va vous dire on est en train de subir le match. Pourtant, c'est juste une option d'attaque qu'on a choisie. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cet entraîneur, c'est qu'il a attendu par les Camerounais. Ok? On a eu des tergiversations sur un programme. Le programme, il est là, il est connu. Forcément, il doit se mettre au travail. Il doit se mettre au travail parce que nous n'allons pas faire un procès à ses employeurs. Parce que M. Sidorf devait résider au Cameroun, tel n'est pas le cas. M. Sidorf n'est pas venu communiquer sa liste au Cameroun. Les Camerounais ont continué à supporter cela. M. Sidorf n'a pas trouvé un problème par rapport au programme de préparation qui est arrêté. Donc forcément, nous on dit, c'est bon. Mais qui arrête? C'est lui ou c'est ce patron? C'est l'entraîneur qui propose dans son... Vous êtes entraîneur, c'est vous qui... Qui a arrêté dans ce cas de figure? Ben, M. Sidorf n'était pas au Cameroun. Oui, mais il peut... Pour faire un bon programme, il faut être là avec des partis et les tenants et les aboutissants. On sait très bien comment fonctionne l'équipe nationale du Cameroun. Peut-être que les autres l'ont rejoint là-bas au sorti d'un match de Champions Parce League. que la fédération en ce moment a plusieurs sélections qui sont engagées. Il y a l'équipe féminine, il y a les U17 qui iront à la CAN et tout. Lorsqu'on sait que pour arrêter un programme de Lyon, il faut passer par le ministre des Sports, il faut passer par le Premier ministère, il faut. Et pendant qu'on fait tous ces courses-là, le sélectionneur, lui, il n'est pas là. Je ne vais pas répondre à sa place. Alors, le programme, s'il a été fait au téléphone ou bien par mail et tout, nous, ce qu'on retient, c'est que c'est le programme de l'entraîneur. Donc, au moment venu... Peut-être qu'il faudrait peut-être préciser aussi que s'agissant de la disponibilité de Bassogog, voilà, donc Sidorf, pour le moment, il n'a pas la possibilité d'imposer à Bassogog d'être présent. Parce que les textes de la FIFA sont clairs. Lorsque vous jouez un tournoi final, les clubs employeurs des joueurs ont l'obligation de mettre les joueurs à votre disposition 15 jours. 15 jours, donc il a 2 semaines. Voilà, il est encore dans les délais. Il est encore dans les délais. Oui, il est encore dans les délais. D'accord, les autres sont déjà en congé, donc facilement. Voilà, quand on est déjà en congé, naturellement,
pour devoir être soumis aux directives de l'entraîneur. Merci pour cette précision, justement. C'est pour ça que c'est toujours bien d'évoquer les tests. Alors, on va sortir un dernier tour de table. On est arrivé au terme de ce programme. Alors, Charles Mouyeme, la FECAFOOT, par le biais de son communicateur, Parfait Siki, avait annoncé que le Cameroun, ce que voulait l'entraîneur, ne jouerait pas de match contre les sélections africaines pour aller disputer cette CAN. Sauf que rebelote, ce programme, on voit 2 sélections africaines, Zambie et Mali. 2 fédérations qui avaient annoncé qu'elles joueraient contre le Cameroun. La FECAFOOT s'est tue lorsque la presse l'a approché. Comment est-ce que vous avez également la communication autour de cette équipe, de cette fédération camerounaise de football qui enchaîne un peu les... Oh, il est évident que ceux qui sont à l'opérationnel, à la FECAFOOT, c'est-à-dire ceux qui occupent les fonctions formelles, ne gèrent pas grand-chose. On voit très bien qu'ils ont un déficit d'information. Ils n'ont pas l'information. On vous a bien annoncé à un moment donné que l'équipementier, on va signer son contrat à tel moment, on va d'abord informer le comité exécutif. Le comité exécutif est déjà informé. Vous avez suivi cette actualité. Il n'y a eu aucune réunion du comité exécutif bon, que je sache. À ma connaissance non plus. Donc, je ne sais pas comment il a été informé. Peut-être qu'ils peuvent se parler, c'est vrai. Mais je dis que vous sentez que quand le président de la FECAFOOT vous dit ça, il n'a pas les données en main. Il attend l'information d'autres personnes. Je suis sûr. Quand vous prenez ce programme-là, vous qui êtes journaliste, c'est à vous de nous dire, est-ce que le team manager ou le coordonnateur de sélection nationale, c'est lui qui est allé faire les voyages d'avant représentation du Cameroun, d'avant regroupement? Est-ce que c'est lui qui est allé voir comment ils seront logés, etc. C'est à vous de nous le dire. Si vous ne pouvez pas nous le dire, ça veut dire que c'est d'autres personnes qui le font de façon informelle. Auquel cas, même les matchs amicaux sont négociés par des personnes et la fédération reçoit l'information assez tard, au point où elle est obligée de rejeter ce que vous dites parfois par anticipation parce que vous avez vos sources et malheureusement ça retombe que c'était évidemment la même chose et que c'est eux qui n'avaient pas l'information. Il est temps qu'ils prennent les rênes. C'est-à-dire que c'est vrai, même si vous êtes là par procuration, même si vous avez des gens qui dirigent au-dessus de vous, arrangez les formes au moins. D'accord. Merci pour ces précisions. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Malheureusement, le temps est parti. Donc, la question de sport est arrivée à son terme. Merci David Tenge d'être passé par ici. C'est un plaisir. Merci à Maître Désiré Sikati, Vassilius Eseme, Charles Mouyeme. Les Lions entrent en scène lundi prochain face au Canada pour la Coupe du Monde. Mais déjà dimanche, prenez rendez-vous avec Grand Stade pour les derniers détails sur la préparation des Lions Indomptables. La veille du match, ce sera avec Emile Catherine Moukouri à 19h dimanche dans le cadre de Grand Stade. Quant à moi et les prochains invités, on se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 21h30. Bonsoir.